À 16 ans, ma mère m'a envoyé dans un centre de rééducation comportementale parce que mon frère a simulé un bleu et m'a qualifié de violent. 2 ans plus tard, ses mensonges se sont effondrés. Il a été surpris en train de voler. Mon père a finalement avoué qu'il connaissait la vérité. Et la dépression nerveuse de ma mère a fait la une des journaux. Salut, Reddit. Ma famille a passé des années à dire que j'étais le problème. Ils ont menti, tout déformé, et ont fini par m'envoyer au loin pour me réparer. J'ai gardé le silence, j'ai construit ma propre vie et je pensais être libre, jusqu'à ce que tout leur petit manège commence à s'effondrer. Mais d'abord, voici comment tout a vraiment commencé. Je m'appelle Isaac, j'ai 16 ans. Je vis dans une maison qui a l'air parfaite si on passe devant trop vite. Ma mère, Clara, l'appelle son havre de paix. La pelouse est toujours tondue au cordeau. Les rideaux sont toujours assortis. Même la boîte aux lettres est essuyée. À l'intérieur, cependant, tout semble sur le point d'exploser pour la moindre petite chose. Mon père, Tom, est en déplacement la plupart du temps. Quand il est à la maison, il se terre dans son bureau en faisant semblant de travailler. Il est doué pour hocher la tête sans écouter. Maman dit que c'est lui le pilier, mais c'est seulement parce qu'il ne prend jamais parti. Et puis il y a mon frère, Ryan, 13 ans, visage d'ange, innocence feinte, mouchard à plein temps. Il a compris très tôt que faire semblant d'avoir peur de moi lui évitait des ennuis. Je pouvais respirer trop fort et il disait que j'étais encore en colère. Maman me grondait avant même de demander ce qui s'était passé. Chaque matin, maman commence avec sa voix de checklist. Chaussures près de la porte, vaisselle rangée, pas de miettes sur le comptoir. Au début, elle n'est pas méchante, juste précise. Mais le ton change vite si on ne suit pas le script. Elle a un tableau blanc dans la cuisine avec les normes de la maison. C'est comme ça qu'elle appelle les règles. Chacune a une coche à côté si on a été sage ce jour-là. Elle dit que ça enseigne la responsabilité. Je ne dis rien, car répliquer ne fait qu'ajouter un X rouge à côté de mon nom. Nous allons à l'église tous les dimanches. Ryan joue l'ange. Les gens l'adorent là-bas. Maman rayonne quand quelqu'un dit « Vous avez élevé des garçons si polis ». Elle ne me regarde pas quand ils le disent. L'école n'est pas une trêve. Les professeurs me cataloguent comme ayant un problème de comportement. Apparemment, demander pourquoi une règle existe, c'est être irrespectueux. Alors je me tais. J'ai des notes correctes, pas excellentes, parce que j'en ai marre d'entendre maman dire « Tu pourrais faire mieux si tu te concentrais comme ton frère ». Madame Hellé, notre voisine, n'aide pas. C'est le genre de personne qui arrose ses plantes juste pour espionner. Elle dit à maman qu'elle s'inquiète pour moi. Elle dit que j'ai l'air en colère quand je rentre de l'école. Maman Gobs a tout cru. Après une de ces conversations, je suis rentré et j'ai trouvé ma porte ouverte et mes affaires réarrangées. Elle a dit qu'elle cherchait des cigarettes. Je ne fume même pas. Ce soir-là, j'ai commencé à enfermer mon téléphone dans une boîte à chaussures sous mon lit. Elle l'avait déjà fouillé une fois, en disant qu'elle voulait s'assurer que je ne subissais pas de mauvaises influences. La maison fonctionne sous surveillance. Des caméras dans le salon pour l'assurance, des codes de porte que maman change tous les mois. Elle appelle ça de la parentalité responsable. J'appelle ça de la paranoïa. Je garde la raison en réparant mon vieux vélo. Il y a quelque chose de logique à serrer des boulons et à entendre le cliquetis des engrenages. Les machines ne mentent pas sur ce qui ne va pas chez elles. Ryan aime me regarder depuis le porche. Il sourit comme si nous étions de bons frères. Puis il dit quelque chose comme « Maman a dit que tu n'as pas le droit d'utiliser les outils sans demander ». Puis il court à l'intérieur avant que je puisse répondre. 10 minutes plus tard, maman est à la porte en disant « Qu'est-ce que je t'ai dit à propos du respect des biens de la maison ?» Quand papa est parti pour un autre voyage plus tard cette semaine-là, Ryan a commencé à se vanter de ses nouveaux privilèges. Maman lui a donné accès à la tablette de la maison et lui a dit qu'il pouvait aider à suivre les tâches ménagères. En gros, il a été promu espion. J'ai essayé d'en parler à maman une fois. J'ai dit, j'ai l'impression que tu le crois quoi qu'il dise. Elle a répondu, alors peut-être que tu devrais arrêter de lui donner des raisons de s'inquiéter. C'était toute la conversation. Le vendredi, l'air dans la maison était lourd. Même les lumières semblaient trop vives. Ryan me testait, cassant de petites choses. Un cadre photo, un chargeur de téléphone, puis en chuchotant, maman va t'accuser. Il n'avait pas tort. Cette nuit-là,
Après que tout le monde soit allé se coucher, je suis allé dans le couloir pour boire de l'eau. J'ai entendu la porte de mes parents entr'ouverte. La voix de maman était tranchante. Basse. Il va ruiner tout ce que nous avons construit. La réponse de papa est venue, étouffée. Ce n'est qu'un gamin. Non, a-t-elle dit, c'est un problème. Je suis resté immobile jusqu'à ce que le plancher grince. Les voix se sont tues. Je suis retourné dans ma chambre et je suis resté là, à fixer le ventilateur de plafond. Il bourdonnait faiblement, déséquilibré. J'ai pensé que même quelque chose de parfaitement installé peut se dérégler s'il tourne trop longtemps. C'est ce que je ressentais pour la maison. Tout tournait, en prétendant être sous contrôle. La semaine a commencé sous tension. Personne ne le disait à voix haute, mais la maison semblait attendre que quelqu'un fasse une erreur. Maman faisait les 100 pas plus que d'habitude, les lèvres pincées, les yeux balayant la pièce comme si elle cherchait quelque chose qui n'était pas à sa place. Papa restait tard au travail tous les soirs, prétextant des réunions supplémentaires. Ryan souriait trop. Se faut calme avant qu'il ne prépare un mauvais coup. Mercredi après-midi, maman était dans son bureau en train de terminer une présentation pour son travail. Ryan planait derrière elle, faisant semblant d'aider. 10 minutes plus tard, je l'ai entendu crier. Le genre de cri qui vous tord l'estomac. J'ai accouru et je l'ai vu, agrippé à son ordinateur portable, les yeux fous. Il a disparu. Le fichier a disparu, a-t-elle hurlé. Ryan a reculé, les mains en l'air. Isaac a utilisé l'ordinateur tout à l'heure, a-t-il dit rapidement. Ce n'était pas vrai. Je ne l'avais pas touché, mais elle s'est tournée vers moi avant que je puisse parler. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas de voir les autres réussir. J'ai dit, je n'ai même pas ouvert ton ordinateur portable. Elle m'a pointé du doigt comme si elle s'adressait à un criminel. Tu trouves ça drôle? J'ai une échéance. Papa est entré au milieu de la scène et a juste soupiré. On peut t'arrêter, a-t-il dit. Maman l'a ignoré et a crié, tu me sabotages. Je suis resté là, les mains ouvertes. Vérifie l'historique, ai-je dit. Tu verras. Je n'étais même pas connecté. Elle n'a rien vérifié. Elle a juste claqué l'ordinateur et est partie en trombe. Plus tard, je l'ai entendu dire à papa que la sauvegarde automatique l'avait récupéré. La corbeille montrait qu'il avait été renommé et supprimé pendant que Ryan aidait. Le dîner ce soir-là était un champ de mine. Ryan n'arrêtait pas de me donner des coups sous la table, en chuchotant, la prochaine fois, tu ferais mieux de ne pas toucher aux affaires de maman. Je lui ai dit d'arrêter. Maman a levé les yeux de son assiette. Ne commence pas, je n'ai rien commencé. J'avais à peine dit un mot. Elle critiquait tout ce que je faisais. Comment je mâchais, comment je respirais, mon air absent. Papa fixait sa nourriture comme s'il voulait disparaître. Quand le téléphone de maman a vibré, elle a lu quelque chose, a froncé les sourcils et a marmonné, incroyable. Elle a posé le téléphone avec force. Ton professeur m'a envoyé un email, a-t-elle dit. Apparemment, tu as encore été irrespectueux. Non coopératif. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, je n'ai rien dit d'irrespectueux. J'ai juste posé une question. Elle m'a coupé la parole. Tu ne peux tout simplement pas t'empêcher de répondre, n'est-ce pas? Papa s'est frotté le front. Isaac, tu dois arrêter de tout compliquer. Fais juste ce qu'on te dit. J'ai dit, je ne fais rien de mal. Il a craqué. Alors sois sérieux ou dégage. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ryan s'est penché en arrière sur sa chaise comme s'il regardait un spectacle. Maman a dit, ça suffit. Va dans ta chambre. J'en ai assez. Je me suis levé mais je suis resté là, essayant de trouver les bons mots. J'ai dit, vous n'écoutez même plus. Elle a répondu, parce que je suis fatigué des mensonges. Ryan avait son téléphone à moitié caché, en train d'enregistrer. J'ai vu le reflet dans la vitrine. Il voulait une preuve de moi en train de perdre le contrôle. J'ai fait un pas vers le comptoir et j'ai frappé la main dessus. Le son a résonné. Personne n'écoute, ai-je dit. Ma voix s'est brisée à mi-chemin. Je ne criais pas de menace. J'étais juste fatigué. Ryan s'est levé d'un bond, a filé vers les escaliers et a crié, il m'a frappé. Maman a halté et a couru après lui. Je l'ai suivi quelques secondes plus tard.
Elle était dans sa chambre, le tenant dans ses bras pendant qu'il faisait semblant de pleurer. Son écran de jeu était par terre, fissuré en plein milieu. Il avait une main sur son épaule, rouge comme s'il l'avait frotté fort. Il m'a attrapé et l'a jeté, a dit Ryan entre deux faux sanglots. Maman s'est retournée vers moi comme si j'avais sorti un couteau. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle demandé. J'ai dit, non, je ne l'ai pas touché. Elle n'a pas scié. Tu restes là, a-t-elle dit, la voix basse et tranchante. Ne bouge pas, papa est monté en courant, a regardé l'écran, puis moi. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, demande-lui. Il l'a cassé plus tôt. Ryan a dit, il ment. Il a pété les plombs. Maman n'a pas demandé plus de détails. Elle a sorti son téléphone et a dit qu'elle appelait la police pour notre sécurité. J'ai dit, tu es sérieuse? Quand les policiers sont arrivés, tout s'est ralenti. Ils ont posé des questions, ont regardé autour d'eux, n'ont vu aucune blessure réelle. Ryan continuait de renifler dans les bras de sa mère. Je me tenais contre le mur, engourdi. Un des policiers m'a demandé si je voulais aller ailleurs pour la nuit. J'ai dit non. Il a hoché la tête. Il a dit à maman qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Quand ils sont partis, le silence était pire que les cris. Maman a dit, tu as besoin d'aide. Ça ne peut plus continuer. J'ai dit, je ne lui ai pas fait de mal. Elle a répondu, c'est exactement ce que dit quelqu'un dans le déni. Papa a commencé à faire un petit sac avec mes vêtements. J'ai demandé où j'allais. Il a dit, fais juste ce que ta mère dit. C'est pour le mieux. Je n'ai plus argumenté. Le lendemain matin, maman était déjà habillée, les clés de la voiture à la main. Elle a dit, nous t'emmenons dans un programme, un bon. Ils aident les familles comme la nôtre. Elle a fait sonner ça comme des vacances. Papa portait le sac. Ryan était assis en bas des escaliers avec ses céréales et ce même petit sourire narquois qu'il avait toujours quand les choses allaient dans son sens. Je suis sorti sans le regarder. Dans la voiture, maman parlait de guérison et de nouveaux départs. Sa voix était calme, presque joyeuse, comme si elle avait résolu un gros problème. Je regardais par la fenêtre. Les maisons défilaient. Pelouse parfaite, allée propre, des familles qui pensaient probablement que nous étions normaux. Je n'ai pas dit un mot de tout le trajet. Je n'arrêtais pas de penser, ce n'est pas de l'aide. C'est du nettoyage. Ils ne me sauvaient pas. Ils se débarrassaient de moi. L'endroit où ils m'ont emmené s'appelait le centre de rétablissement pour jeunes de Ridgeway. Le panneau à l'entrée avait un logo d'arbre et le slogan « Reconstruire des avenirs ». De l'extérieur, ça ressemblait à une école. Mur en briques, pelouse tondue, grande fenêtre. Mais quand les portes se sont refermées derrière moi, ça a fait le bruit d'un verrou qui se ferme. Une employée avec un sourire en plastique a pris mon sac. « Bienvenue à Ridgeway », a-t-elle dit. Son badge indiquait Angela, mais elle l'a dit comme si elle lisait une phrase d'une brochure. J'ai dû vider mes poches, donner mon téléphone, ma ceinture, mes lacets, même mes écouteurs. Ils m'ont donné un sac en plastique transparent avec une brosse à dents, 2 t-shirts avec « Ridgeway » imprimés dans le dos, et un jogging gris uni. Tout avait une étiquette numérotée. La mienne était 47B. Puis il y a eu le détecteur de métaux et une checklist sur la contrebande. Le personnel agissait poliment, mais avec ce faux ton que les gens utilisent quand ils savent déjà que vous n'êtes pas à votre place. L'admission a duré environ 1 heure. Formulaire, signature, une infirmière lisant un script. Ils m'ont fait passer par un processus rodé qu'ils avaient exécuté des centaines de fois. Le couloir sentait l'eau de javel et la nourriture de cantine. Ma chambre avait 2 lits superposés en métal, une petite fenêtre trop haute pour être atteinte, et une commode fissurée. Mes colocataires sont arrivés plus tard. Marcus, 17 ans, grand, sourire sarcastique, et Louis, 15 ans, silencieux, petit gabarit, des cernes sous les yeux. Marcus a jeté son sac sur le lit et a dit, « T'es le nouveau ? Bienvenue au lycée Ridgeway pour les moralement confus. » J'ai demandé depuis combien de temps il était là. Il a souri. Assez longtemps pour ne plus en avoir rien à faire. Louis a à peine levé les yeux. Il écrivait quelque chose dans un carnet. Chaque soir, j'apprendrai plus tard. Il écrivait des lettres à sa petite sœur. Il disait qu'elle était la seule à croire encore qu'il rentrerait bientôt à la maison. La première nuit, extinction des feux à 21 heures.
Un gardien faisait des rondes toutes les heures. Des faisceaux de lampes de poche balayant les murs. On n'avait pas le droit de fermer complètement la porte. Le matin commençait par une sonnerie à 6 heures. Le petit déjeuner était des œufs en poudre, du pain grillé et du lait qui avait un goût de plastique. Puis, thérapie de groupe. La thérapie de groupe se déroulait dans un cercle de chaises en plastique sous une affiche qui disait « Assume tes torts. Trouve ta paix ». La conseillère, Mademoiselle Desnains, parlait comme une animatrice de podcast. La responsabilité est une guérison, disait-elle. Chaque jeune devait expliquer ce qu'il avait fait de mal. Quand ce fut mon tour, j'ai dit « Je n'ai fait de mal à personne. Mon frère a menti. » Elle a souri trop largement. Le déni est courant à ce stade. Tu y arriveras. J'ai dit « Il n'y a rien à atteindre. » Elle a écrit quelque chose sur son presse-papier. La résistance nécessite une empathie structurée. Après ça, j'ai arrêté de partager. Marcus m'a prévenu plus tard. Si tu ne dis pas que tu es désolé, ils te gardent plus longtemps. Il avait appris à faire semblant. Tu leur dis juste que tu comprends tes déclencheurs et tu pleures un peu, a-t-il dit. Ensuite, il te déclare guéri. Louis a murmuré, ça n'a pas d'importance. Ils ont déjà écrit nos histoires. Les jours se sont brouillés. Petit déjeuner, corvée, thérapie, fiche sur les cycles de la colère, extinction des feux. La même chose chaque jour. Parler ne menait nulle part. J'ai commencé à faire de l'exercice le matin, des pompes, des abdos, des tours dans le couloir. Ça m'aidait à rester silencieux. Nous n'étions pas censés écrire quoi que ce soit qui ne soit pas approuvé par le programme, mais je gardais un petit carnet sous mon matelas. J'écrivais de courtes phrases, pas un journal intime, juste des faits. Jour 9, la conseillère dit que mentir est un mécanisme de défense. J'ai dit que le silence aussi. Jour 14. Marcus a ri au petit déjeuner pour la première fois. Jour 20. Louise dit qu'il rêve de chez lui chaque nuit. Pas moi. 2 mois plus tard, maman est venue me rendre visite. Le personnel avait arrangé la pièce pour qu'elle ait l'air confortable. Des plantes, des biscuits, une fausse chaleur. Elle m'a serré dans ses bras comme quelqu'un qui pose pour une photo. « Tu as l'air plus calme », a-t-elle dit. J'ai répondu, j'étais calme avant. Elle a eu un sourire crispé. Tu vois, c'est cette attitude que nous corrigeons. Elle a parlé à la conseillère ensuite, louant Ridgeway pour l'avoir transformée. Je l'ai entendu rire dans le couloir. Je ne me sentais pas en colère, juste vide. Après ça, je ne l'ai plus revu. Marcus rendait les choses supportables. Il plaisantait sur les chefs de groupe, les appelant « la police des émotions ». Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient, il parlait plus bas. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» a-t-il dit une fois. « Pas à cause de ce que tu as fait. Parce qu'ils avaient besoin de croire qu'ils avaient géré la situation. C'est plus facile de dire « mon fils se fait aider » que « on l'a bien planté ». Louis a hoché la tête depuis l'autre lit. Mieux vaut un gamin en centre qu'une famille brisée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste écrit plus tard. Après 6 mois, ils ont dit que j'étais prêt à sortir. Je n'avais pas admis de tort, mais j'avais été silencieux, j'avais suivi les règles et je ne m'étais pas battu. C'était suffisant. Ils m'ont dit que j'avais fait des progrès significatifs. À Ridgeway, les cases cochées l'emportaient sur les confessions. Sur le papier, la docilité passait pour de la guérison. La veille de mon départ, Marcus a marché avec moi jusqu'à la grille après l'extinction des feux. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre à barreaux semblait immense, vide. Il a dit, quand tu sortiras, ne t'attends pas à ce qu'une nouvelle famille t'attende. Attends-toi à la même, juste plus silencieuse. J'ai dit, je sais. Et le matin, ils m'ont rendu mon téléphone. Batterie morte, pas de message. Un employé m'a remis un dossier intitulé « Plan de transition à domicile ». Il y avait des choses comme « Soyez honnête sur vos progrès » et « Faites preuve de patience avec la réintégration familiale ». Papa attendait dans la voiture dehors. Il n'est pas sorti, a juste hoché la tête quand j'ai ouvert la portière. Le trajet du retour était silencieux, à l'exception de la voix du GPS. Papa s'est raclé la gorge une fois, a dit « Ta mère s'est fait un sang d'encre ». J'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé à ce que Marcus avait dit. Comment les gens préfèrent une histoire bien nette à la vérité désordonnée.
Je me suis demandé comment on parle à des gens qui ont déjà décidé qui vous êtes. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, les fleurs de maman étaient toujours parfaitement alignées, vives contre les briques propres. On aurait dit que rien n'avait changé. Et d'une certaine manière, c'était pire que si tout avait changé. La première chose que j'ai remarquée en rentrant dans la maison, c'était l'odeur. Les mêmes bougies, le même produit pour le sol, la même fausse impression de calme. Maman, Clara, était dans la cuisine avec son sourire, tout va bien. Un plateau de biscuits était posé sur le comptoir, comme quand on reçoit des invités. Elle a dit « Bienvenue à la maison », comme si elle saluait un voisin. Ryan est descendu des escaliers avec un large sourire. « Salut, grand frère », a-t-il dit. Il avait l'air plus âgé, plus confiant. Ses cheveux étaient coiffés, ses vêtements neufs. Il y avait aussi une nouvelle installation de jeu dans le salon. Grand écran, lumière LED, fauteuil flambant neuf. Papa se tenait dans un coin, le téléphone à moitié dans la main. Il m'a donné une tape rapide sur l'épaule. « On fait tous des erreurs », a-t-il dit, comme s'il lisait une citation quelque part. Mon ancienne chambre avait disparu. Il l'avait transformée en chambre d'amis. Peinture fraîche, coussins décoratifs, aucune trace de moi. Mes affaires étaient emballées dans des cartons dans le garage, étiquetés « Vieilles affaires d'Isaac ». Ce soir-là, nous avons dîné comme si c'était un jour de fête. Maman posait des questions superficielles. « Il te nourrissait bien là-bas ? As-tu appris quelque chose d'utile ?» J'ai dit oui, juste pour faire court. Ryan n'arrêtait pas de me regarder entre deux bouchées, comme s'il attendait que je dérape. Le lendemain matin, j'ai trouvé une note collée sur le frigo. Directive de la maison pour la réintégration. Il y avait des points comme « respecter l'espace »,« communiquer calmement »,« démontrer sa fiabilité ». Ce n'était pas signé, mais c'était l'écriture de maman. L'école n'était pas mieux. Le premier jour, les gens me dévisageaient comme si j'étais une nouvelle attraction. Des chuchotements me suivaient des casiers à la salle de classe. Quelqu'un a dit, c'est le gamin qui a frappé son frère. Je l'ai entendu assez de fois pour arrêter de faire semblant de ne pas entendre. Un professeur, Monsieur Collins, m'a pris à part après le cours. J'espère que tu vas mieux maintenant, a-t-il dit, lentement et prudemment, comme si on parlait à un toxicomane en voie de guérison. J'ai dit, ouais. C'était tout. À la fin de la semaine, j'ai entendu dire que Ryan racontait aux gens qu'il m'avait pardonné. Un camarade de classe a dit, c'est vraiment mature de la part de ton frère. J'ai ri une fois, fort, puis j'ai arrêté. À la maison, maman me traitait comme un invité en probation. Elle disait des choses comme, c'est bien de te voir essayer, ou, j'espère que cette version calme de toi va durer. Si j'oubliais de fermer un placard ou si je laissais une lumière allumée, elle faisait une pause, respirait par le nez et disait, ne retombons pas dans les vieilles habitudes. Papa évitait toute conversation sérieuse. Il se contentait de dire, nous sommes fiers de toi, sans lever les yeux de son téléphone. Ryan aimait me tester. Il empruntait mes écouteurs et oubliait de me les rendre. Une fois, je l'ai surpris dans le garage en train de fouiller dans mes cartons. Je cherche juste mes vieilles affaires, a-t-il dit. Il a souri narquoisement et a laissé une bande dessinée à moitié déchirée par terre. Je n'ai pas réagi. Je savais qu'il voulait que je le fasse. Après 2 semaines, j'ai trouvé un travail à temps partiel dans un garage auto local. Le propriétaire, Rick, avait la quarantaine, était chauve, avait de grosses mains et n'était pas du genre à faire la conversation. Il a dit, tu bosses, t'es payé. Fais pas le con. Ça m'allait. L'endroit sentait l'huile et le métal, et le bruit des outils était constant mais réconfortant. Les machines ne posaient pas de questions. Rick m'a appris à changer des freins, à lire les bruits de moteur. Il se fichait de mon histoire. Un jour, quand je lui ai demandé s'il avait besoin de ma carte d'identité pour les papiers, il a dit, sois juste à l'heure. Ça suffira comme carte d'identité. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti normal. J'aimais le fait que la Grèce restait honnête. Elle ne cachait pas ce qu'elle était. À la maison, rien n'avait changé. Maman évitait toujours mon regard. Ryan continuait de trouver de nouvelles façons de me piquer. Il entrait dans ma chambre enfin, la chambre d'amis et disait, « Ça ne te dérange pas si j'utilise ton ancien chargeur, n'est-ce pas ?» Je répondais, « Si, ça me dérange. » Et il souriait. Les conversations au dîner étaient courtes.
Maman demandait des nouvelles du travail. Papa commentait la météo. Ryan se vantait de ses notes, de ses amis, de tout. Il était redevenu le gamin parfait. Un soir, je suis rentré tard après le travail. Ils étaient dans le salon à regarder la télé. Ryan a coupé le son et a dit, « Tu travailles dur. Cet endroit doit t'apprendre la discipline. » Maman a souri faiblement. Tu vois, une structure positive, ça marche. Je suis monté à l'étage sans répondre. Le lendemain, je suis rentré tôt et j'ai entendu Ryan parler au téléphone dans sa chambre. Sa voix portait dans le couloir. Il est calme maintenant parce qu'ils l'ont réparé, disait-il en riant. Ouais, ça a marché. Il parle à peine. Il est comme un robot maintenant. Je suis resté près de la porte jusqu'à ce que je l'entende dire, maman a dit qu'elle était fière de la façon dont j'ai géré tout ça. Je suppose que c'est grâce à moi que les choses vont mieux. Son ami a ri. Ryan a dit, ouais, je sais. En gros, c'est grâce à moi si notre famille va bien. Je suis sorti par la porte d'entrée avant de pouvoir dire quoi que ce soit. L'air dehors était assez froid pour piquer. Je me suis assis sur le trottoir d'en face. Le quartier était calme, les arroseurs automatiques en marche, les lumières des Porsches allumées, de parfaite petite vie. J'ai pensé à comment maman disait qu'il m'avait réparé. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que j'avais arrêté de me battre. Le silence, c'est ce qu'il voulait, et je le leur avais enfin donné. Une voiture est passée, ses phares balayant mon visage. Je n'ai pas bougé. Je suis resté jusqu'à ce que la rue redevienne sombre. Le lendemain matin, j'ai ouvert un compte pour adolescents à la caisse populaire près du garage avec ma carte d'identité. J'ai déposé mon premier chèque de paie. Je ne l'ai dit à personne. Je ne savais pas exactement pourquoi j'économisais. Peut-être une voiture, peut-être une chambre loin d'ici. Mais ça faisait du bien de savoir que j'avais à nouveau quelque chose qui était à moi. Quelque chose que personne ne pouvait prendre ou déformer dans leur histoire. Je gardais les reçus pliés dans mon portefeuille. Chacun ressemblait à un petit bout de liberté. Ryan était devenu arrogant depuis mon retour. Au début, c'était de petites choses. Prendre mes affaires, mentir à ce sujet, rire quand je le surprenais. Puis c'est devenu autre chose. J'ai commencé à remarquer que de l'argent manquait dans le sac à main de maman. De petits objets disparaissaient des tiroirs. Quand maman l'a remarqué, elle ne lui a même pas posé la question. Elle me l'a posée à moi. Je sais que tu as fait des efforts, a-t-elle dit un soir, la voix calme mais avec une pointe d'acier. Mais les vieilles habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. J'ai dit, tu penses que j'ai volé 20 $? Elle a soupiré. Je n'ai pas dit ça. Ryan est passé à côté, mangeant des chips, faisant semblant de ne pas écouter. J'ai vu le coin de sa bouche tressaillir. Le lendemain matin, elle a découvert que sa montre avait disparu. Elle m'a accusé à nouveau. Ce soir-là, Ryan a posté une story en ligne disant « Quand les gens toxiques jouent les victimes, c'est juste triste ». Il a tagué une citation sur le fait que la guérison n'est pas réelle pour tout le monde. Quelques élèves du lycée l'ont repartagé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les gens croient ce qu'ils veulent. Il aimait ce silence. Il planait près de moi au petit déjeuner et disait « Tu vas crier cette fois ou tu vas faire ton truc de colère silencieuse ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon sac et je suis parti au garage. Au travail, Rick me tenait occupé. Graisse, outils, clients qui se plaignaient de bruit que leur voiture ne faisait pas. C'était simple et honnête. Rick ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ça marquait. La famille peut te rendre fou, a-t-il dit un après-midi en serrant un boulon. Ils se construisent une image dans leur tête, et puis ils s'énervent quand tu n'y corresponds pas, j'ai dit, ils pensent qu'ils m'ont réparé. Rick a reniflé. Les gens aiment le contrôle. Tu as arrêté de leur donner la réaction qu'ils voulaient. C'est ça qui les rend dingues en réalité. À la maison, les choses se dégradaient. Les mensonges de Ryan le rattrapaient. Un de ses professeurs a appelé maman parce qu'il avait été surpris en train de plagier une dissertation. Elle leur a dit qu'il était stressé à cause de problèmes familiaux. Quand je suis rentré ce soir-là, elle pleurait dans la cuisine. Ryan avait disparu avec sa carte de débit pendant quelques heures. Quand il est revenu, il a dit qu'il avait besoin d'espace et a claqué sa porte. Elle s'est tournée vers moi comme si c'était ma faute.
Tu ne peux pas essayer d'être un soutien? Il est encore en train de se remettre de ce qui s'est passé avec toi. J'ai dit, il ne se remet de rien. Il te manipule. Ses yeux sont devenus froids. Ne projette pas tes problèmes sur lui. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Le silence était plus facile. Ça la dérangeait plus de toute façon. 2 jours plus tard, tout a explosé. J'étais sous une voiture au garage quand j'ai entendu des cris à l'avant. Rick a appelé mon nom. Tu ferais mieux de venir. Maman se tenait près du comptoir, le visage rouge, serrant son sac à main comme si elle allait le balancer. Vous devez arrêter d'être complice de mon fils, a-t-elle dit à Rick. Il est censé être en convalescence, pas se cacher dans des garages. Rick s'est essuyé les mains, calme comme toujours. Il travaille, madame. Plus dur que la plupart des adultes que je connais. Elle m'a pointé du doigt. Vous ne comprenez pas. Il a des tendances violentes. Il a besoin de supervision. Il vous manipule. Rick s'est approché, la voix basse mais ferme. Madame, la seule personne qui crie ici, c'est vous. Mon garage, c'est pour le travail, pas pour ça. Elle l'a fusillé du regard, tremblante. Vous regretterez de le protéger. Rick a fait un signe de tête vers la porte. Alors vous pouvez emporter cette énergie ailleurs. Dehors. Elle s'est figée une seconde, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un lui réponde, puis elle s'est retournée et est partie en trombe. Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, elle m'attendait quand je suis rentré. Les lumières étaient éteintes, sauf celle au-dessus de la table de la salle à manger. Elle se tenait là, les bras croisés. Comment oses-tu m'humilier comme ça, a-t-elle dit. Débarquer là-bas en hurlant sur mon patron, c'était ton idée. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Tu m'as fait passer pour une folle devant un étranger. J'ai répondu, tu n'as pas eu besoin de mon aide pour ça. Sa voix s'est brisée en un cri. Tu te crois meilleur que cette famille maintenant? Tu penses que tu peux te promener en prétendant que tu es guéri pendant que nous, on souffre? Ryan est descendu, faisant semblant de servir de médiateur. Maman, calme-toi. Il recommence son truc. Tu lui fais peur, Isaac. Je me suis tourné vers lui. C'est toi qui as commencé ça. Maman s'est interposée entre nous. N'élève pas la voix sur lui. Je ne l'ai pas fait. Tu vois, a dit Ryan, il recommence. Quelque chose en elle a craqué. Elle m'a giflé. Le son a frappé plus fort que la douleur. Elle s'est figée, la main tremblante. Ryan a souri narquoisement derrière elle. Je me suis redressé. Ma voix était neutre. Tu as plus besoin d'aide que je n'en ai jamais eu. Papa est apparu du couloir, à moitié réveillé, à moitié inutile. Il a regardé entre nous, n'a rien dit et est allé dans la cuisine. Le silence qui a suivi était pire que les cris. Je suis monté et j'ai fait mon sac. Juste des vêtements, mon portefeuille, quelques outils du garage. J'ai écrit une note au dos d'une enveloppe. Je ne suis pas en colère, juste fatigué de tout ça. Quand je suis redescendu, elle était assise à table, pleurant sans un bruit. Ryan était appuyé contre le mur, les bras croisés, jouant toujours l'innocent. Je n'ai rien dit. J'ai franchi la porte. Dehors, la nuit était fraîche et calme. Les lampadaires bourdonnaient. En passant devant la maison voisine, Madame Hellé était sur son porche, arrosant ses plantes même s'il faisait nuit. Elle m'a vu avec le sac et a dit, bon débarras. Je me suis arrêté une seconde, je l'ai regardé. Ouais, ai-je dit, avec un demi-sourire. Vous verrez. Puis j'ai continué à marcher. La chambre au-dessus du garage de Rick n'était pas grand-chose, mais c'était la mienne. Ça sentait l'huile et le métal, et le plancher craquait quand le vent changeait. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires grâce à des cours du soir au centre communautaire. Personne à la maison ne m'avait jamais posé de questions sur l'école, de toute façon. Rick s'était arrangé avec le propriétaire tant que le loyer était payé et que les étiquettes des extincteurs étaient à jour. Personne n'a demandé mon âge. Je travaillais de longues heures au garage. Rick me payait en espèces au début, puis il a commencé à me déclarer. Il m'a donné une clé du garage et a dit, ferme quand tu as fini. Ne fous pas le feu à la boutique. C'était sa version de la confiance. Les nuits étaient calmes. Je m'asseyais près de la fenêtre avec mon ordinateur portable et je tapais.
Au début, ce n'était que des notes, des souvenirs de Ridgeway, les faux sourires, les répliques de thérapie toutes faites. Puis j'ai commencé à les publier en ligne sous un compte anonyme appelé « Ceux qu'ils ont réparés ». Le premier post disait « On m'a envoyé au loin pour quelque chose que je n'avais pas fait ». Ils ont appelé ça une guérison. C'était une punition. Les gens ont commencé à commenter. Certains disaient qu'ils y étaient passés aussi. Une personne a mentionné la même conseillère. Une autre a partagé des photos des dortoirs. En une semaine, j'ai reçu des dizaines de messages. Des jeunes, des parents, même un journaliste demandant des détails. Je n'ai pas donné mon nom ni mon emplacement. J'ai juste continué à publier. Quelqu'un a fini par laisser un lien vers un article datant de 2 ans. Ridgeway Youth Recovery sous enquête pour pratiques contraires à l'éthique. Il mentionnait les mêmes conseillers, les mêmes méthodes. Il disait que l'endroit était géré par une entreprise qui changeait de nom tous les quelques années. Rick m'a trouvé un soir, toujours en train de taper, quand il est monté vérifier le chauffage. « Tu fais tes devoirs ou tu déclenches une guerre ?» a-t-il demandé. J'écris, c'est tout. Il a hoché la tête, a regardé autour de lui. Bien. Assure-toi juste de construire quelque chose avec ça. Ne laisse pas ça te bouffer. Quelques semaines plus tard, un de mes posts a été repartagé sur un grand forum. Les commentaires ont explosé. D'autres familles ont commencé à reconnaître le nom de Ridgeway. Les nouvelles locales s'en sont emparées. Un petit article, mais suffisant pour remuer les choses. Ils ont appelé ça « rééducation ou rebranding, l'industrie cachée des programmes comportementaux ». Je n'ai pas dit un mot publiquement. Je n'en avais pas besoin. L'histoire parlait d'elle-même. Puis mon téléphone a sonné un après-midi. Maman. Dès que j'ai répondu, sa voix tremblait. As-tu la moindre idée de ce que tu fais? Tu ruines cette famille. J'ai dit, tu veux dire, en disant la vérité? Tu nous fais passer pour des fous. Ton frère souffre à cause de ça. Tu traînes son nom dans la boue. J'ai dit, il a traîné le mien en premier. Elle s'est mise à pleurer, puis est passée à la colère. Tu as toujours voulu de l'attention. Maintenant, tu l'as. J'ai raccroché. Le temps a passé plus vite après ça. J'ai eu 18 ans, j'ai eu mon permis, et Rick m'a donné les clés d'un vieux pick-up. Il est à toi si tu arrives à le réparer, a-t-il dit. Il m'a fallu 2 semaines pour le faire démarrer. Il n'était pas beau, mais il démarrait à chaque fois. C'était plus que ce que je pouvais dire de la plupart des choses dans ma vie. Le travail est resté stable. Le compte en ligne a continué de grandir. Je n'ai jamais publié de nom, mais les gens ont fait les rapprochements eux-mêmes. Certains soirs, je regardais les commentaires et je voyais des inconnus défendre des jeunes comme moi. C'était nouveau. Puis les appels ont commencé. D'abord de maman à nouveau, plus court cette fois. Ton frère a été suspendu. Elle l'a dit comme si c'était ma faute. Il a été surpris en train de voler de l'argent à des camarades de classe. Il dit que c'est parce que tu lui as rempli la tête de ressentiment. J'ai dit, il se fait juste attraper pour ce qu'il a toujours fait. Elle a répondu, n'ose pas parler de lui comme ça. C'est toujours ton frère. Je sais, ai-je dit. C'est ça le problème. Une semaine plus tard, papa a appelé. Sa voix était basse, fatiguée. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Je l'ai retrouvé à mi-chemin sur le parking d'un restaurant. Il n'est pas sorti de la voiture, a juste baissé la vitre à moitié. J'ai vu Ryan casser cet écran, a-t-il dit. Le soir où tout est parti en vrille. Il avait peur. Et moi? Je n'ai rien dit. Je pensais que ça maintiendrait la paix. Je me suis appuyé sur le cadre de la fenêtre. Tu les as laissés m'envoyer au loin pour maintenir la paix. Il a baissé les yeux sur le volant. Je suis désolé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer. Répète-le. Il a hésité. Isaac. Dis-le. Je suis désolé. J'ai arrêté d'enregistrer. Je n'ai pas besoin de ta culpabilité, ai-je dit, et je suis parti. Je ne l'ai jamais publié. Le mois suivant, Ryan s'est fait prendre en train de voler à l'étalage dans une supérette. Vidéosurveillance, police, tout. Maman s'est présentée au poste en hurlant que c'était un bon garçon et que tout ça n'était qu'un malentendu. Ça a fait le journal local.
Un petit article à la fin du journal. Rick me l'a tendu au travail, avec un sourire en coin. Faut croire que le karma est plus ponctuel que la plupart des gens. Je n'ai pas souri, mais j'ai ressenti quelque chose de proche. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur la benne du pick-up devant le garage. L'air sentait l'huile et la pluie. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai parcouru les commentaires de l'actualité et j'ai vu des gens parler à nouveau de Ridgeway. Cette fois, en le liant à des familles comme la mienne. Quelque part entre le bruit et le silence, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère. Juste de la lassitude. La vérité était enfin plus forte que leur version. Pour la première fois, ça semblait suffisant. Cela faisait des mois que je n'avais eu de nouvelles d'aucun d'entre eux. La dernière chose que maman avait dite, c'est que j'avais détruit la famille. Après ça, le silence. J'ai continué à travailler, à réparer des voitures, à économiser de l'argent et à ne pas penser à eux. Puis un soir, près de l'heure de la fermeture, j'ai entendu frapper à la porte du garage. J'ai ouvert et j'ai vu Ryan. Il avait l'air dévasté. Le même sweat à capuche dont il se vantait, maintenant déchiré et sale. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Maman m'a mis à la porte, a-t-il dit, la voix neutre. Je me suis appuyé contre le comptoir. Pourquoi? Elle a pété les plombs. Elle a dit que je lui avais fait honte. Que j'étais devenu exactement comme toi. Il a eu un rire sec qui s'est transformé en tout. Je suppose qu'elle n'a plus personne à blâmer. Je lui ai tendu une bouteille d'eau et une serviette. Il s'est assis sur un tabouret, tremblant. Au bout d'une minute, il a dit, « J'ai menti, Isaac. Ce soir-là, j'ai tout inventé. Je ne voulais rien dire. Je voulais juste qu'elle me regarde. C'est tout. Le bleu ne venait même pas de toi. J'étais tombé de vélo plus tôt cette semaine-là. Je savais qu'elle le croirait. » Il s'est frotté le visage avec les mains. Je ne pensais pas qu'il t'enverrait vraiment au loin. Vraiment? Ai-je dit doucement. Il s'est mis à pleurer. Une vraie crise. Je ne savais pas comment l'arrêter. Chaque fois qu'elle parlait de toi, elle me regardait comme si je l'avais sauvée. J'aimais ça. J'ai juste continué. Je ne ressentais pas de colère, juste de la distance. Je lui ai tendu une autre bouteille d'eau. Dis-le à elle, pas à moi. Il a levé les yeux, confus. Elle n'écoutera pas, c'est ton problème maintenant. Il est parti quelques minutes plus tard, en s'essuyant le visage. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue, les épaules voûtées comme si l'air lui-même était trop lourd. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et j'ai continué à travailler. La clé à molette dans ma main était solide, familière, réelle. Quelques semaines ont passé, puis une lettre est arrivée par la poste, adressée de la main de mon père. Je l'ai ouverte à moitié, puis je me suis arrêté. J'ai parcouru le premier paragraphe sans prendre la peine de finir. Il disait, Clara fait une dépression. Ryan est en thérapie. Je quitte la ville. Je suis désolé pour ce que nous t'avons fait. Je l'ai pliée une fois, je l'ai laissée tomber dans un tiroir et je ne l'ai jamais rouverte. 2 ans plus tard, j'avais 20 ans et je gérais mon propre coin du garage. Rick avait pris une semi-retraite et me laissait gérer la plupart du travail quotidien. Il m'avait déclaré et me laissait facturer mes propres interventions sous ma propre enseigne, Isaac Reed Auto Repair. Les affaires marchaient bien. J'avais un petit appartement au-dessus d'une boulangerie de l'autre côté de la ville, simple mais calme. Je travaillais 6 jours par semaine, je réparais ce qui était cassé et je ne regardais pas en arrière. Rick passait parfois. Il posait un café sur le comptoir et disait, « Tu te débrouilles bien, gamin. » C'était sa version de la fierté. J'entendais parler de ma famille par bribes. Un client a mentionné une femme nommée Clara qui avait commencé à se présenter à l'église, fulminant contre la trahison. Un autre a dit que Ryan vivait chez des parents dans le nord de l'État, entrant et sortant de thérapie, essayant de se trouver. Apparemment, maman avait essayé de poursuivre le district scolaire pour avoir ruiné la réputation de Ryan après son arrestation pour vol à l'étalage. Ça n'a mené nulle part. Elle avait brûlé trop de ponts. Madame Ellie amène sa Corolla de temps en temps. Elle a dit à Rick une fois, cette pauvre femme a finalement perdu la tête. Je n'ai pas ri. C'était juste comme si l'histoire se refermait sans moi. Un matin, je suis arrivé tôt au garage. La lumière du soleil frappait les étagères en métal, faisant briller les clés.
Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu. Le message disait, je lui ai tout dit. Je suis désolé. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Ryan. J'ai fixé l'écran un moment. J'ai tapé quelques mots, les ai effacés, puis j'ai posé le téléphone. Je ne me sentais ni en colère ni satisfait, juste calme. Dehors, la matinée était fraîche. La rue était vide, à l'exception du bruit d'un camion de livraison au bout de la rue. Je suis sorti sur le parking, je me suis appuyé sur le capot d'un vieux pick-up sur lequel je travaillais. J'ai sorti la clé de ma poche arrière, la même que Rick m'avait donnée il y a des années quand j'ai commencé. Le métal était usé et lisse à force d'être utilisé. Il a capté la lumière du soleil et a projeté une ligne nette sur le sol. Pendant une seconde, j'ai pensé à comment tout ce que j'avais réparé au fil des ans avait une chose en commun. Rien ne revenait jamais exactement comme avant. On pouvait le réparer, le faire fonctionner à nouveau, mais la cassure était toujours là, même si personne ne pouvait la voir. J'ai regardé le garage, la porte ouverte, le bruit d'une nouvelle journée qui commençait. Certaines choses ne se réparent pas. On apprend juste à vivre sans leur bruit. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.